Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon, oseille, La moula. risby, Salaire. Honoraire. Prime. pension de retraite, Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. bitcoin, Crédit. intérêt, SCPI, plan d'épargne action, PER. Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans pour une fête, mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Oyon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Le bitcoin, les crypto-monnaies, ah là là, j'en entends parler tous les jours, mais j'ai l'impression que je n'y comprends rien. Et au fond, ça m'angoisse. Parce que je vois bien que ces nouvelles monnaies virtuelles prennent de plus en plus d'importance dans les économies mondiales. Je lis que déjà des gens payent des achats avec de la crypto-monnaie. Il y a même des experts qui prédisent qu'un jour, toutes les monnaies classiques, nos pièces, nos billets, seront remplacées par les crypto-monnaies. Mais investir dans les crypto-monnaies, ça fait peur. Comment avoir confiance dans cette nouvelle thune volatile dont la valeur monte et chute à des vitesses fulgurantes, sans compter les scandales, les faillites liées à des fraudes massives? Il y a aussi eu des piratages. Tout ça ne m'encourage pas beaucoup à investir dans les crypto-monnaies, même un petit peu pour voir. Si toi qui m'écoutes, tu t'es reconnu dans mes réflexions, alors cet épisode est pour toi. Parce que notre but ici, c'est de rendre le pouvoir et l'argent aux femmes en faisant de l'éducation financière. Et ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu te diras, ça y est, j'ai enfin un petit peu compris ce que c'est que ce fameux bitcoin et ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Ce que nous voulons, c'est que celles qui ont envie d'investir une petite somme, juste pour voir comment ça marche, comprennent où sont les portes d'entrée. Et nous voulions que ce soit une experte en crypto-monnaie qui nous explique tout ça, parce qu'une experte, c'est toujours une figure inspirante pour toutes celles qui auraient honte de leur ignorance et qui ne se sentent pas légitimes à pousser la porte des crypto-monnaies. Coucou le fameux syndrome de l'imposteur qui bloque souvent les femmes quand elles sont en minorité dans un domaine. Alors, je précise que nous ne sommes pas là pour faire du conseil en investissement dans les crypto-monnaies, mais pour nous initier à leur fonctionnement. Et pour en parler, nous recevons Agathe Laurent-Richard. Bonjour Agathe. Bonjour. Et bonjour Thierry. Et bonjour. Agathe, vous êtes entrepreneuse, investisseuse dans des startups comme Business Angel et dans d'autres avec une société de capital risque spécialisée dans les crypto-monnaies. Vous créez des contenus sur les cryptos sur LinkedIn, Twitter, YouTube. Vous vous adressez habituellement sur les réseaux sociaux à ceux qui ont déjà investi, voire qui travaillent dans cette industrie des crypto-monnaies. Vous êtes aussi, m'avez-vous dit, consultante auprès d'entreprises qui travaillent sur les crypto-monnaies pour des missions de management et de marketing. Et par exemple, en ce moment, vous vous occupez des réseaux sociaux d'un événement qui invite les plus grosses figures du secteur des cryptos. On dit les cryptos, ouais, je le précise souvent pour abréger les crypto-monnaies. Donc, vous invitez les plus grosses figures du secteur des cryptos à se rencontrer à Paris pour débattre et construire l'avenir. Alors, on ne vous demandera pas
au cours de cet épisode ce que ça fait d'être une femme dans le milieu des crypto-monnaies. On se doute que ce n'est pas évident tous les jours, sauf si vous voulez vraiment nous en parler. Il suffit de voir la proportion de femmes dans le milieu des cryptos. J'ai vu que sur les 196 entreprises membres de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, seules 27 sociétés sont dirigées par des femmes. Ce qui paraît logique, puisque les crypto-monnaies sont au carrefour de 3 domaines où les hommes sont majoritaires, c'est-à-dire la finance, le numérique et aussi l'entrepreneuriat. En revanche, bonne nouvelle, j'ai vu que l'ADAN est présidée par une femme, Faustine Fleuret. Vous opinez du chef. Et quand on cherche où sont les femmes aspirantes dans les crypto-monnaies, on les trouve, il y en a, la preuve. Vous êtes ici avec nous. Alors tout de suite, je vous pose une première question. J'ai lu que les femmes donc sont de plus en plus nombreuses à investir dans les crypto-monnaies, ce qui paraît étonnant parce que les femmes sont réputées être plus allergiques que les hommes aux risques et aux pertes en capital. Alors, selon la dernière étude de la plateforme eToro, qui a interrogé 10 000 investisseurs particuliers dans 13 pays, les femmes sont passées de 29% à 34% des investisseurs entre le 3e et le 4e trimestre 2022. 34% des investisseurs. Vous, Agathe, est-ce que vous avez remarqué cet intérêt grandissant des femmes pour investir dans les cryptos, malgré les crashs, malgré les scandales récents dans ce monde nouveau et compliqué ? Alors, celui des... Déjà, bonjour, je sais commencer. Bonjour et merci de m'inviter. Alors, ce chiffre m'a un peu étonnée. Je me demande comment eToro procède. Déjà, il faut savoir que sur eToro, ce ne sont pas vraiment des crypto-monnaies qui sont en vente. Donc, ça serait pour leurs offres liées à des crypto-monnaies. Donc, je pense que si c'est pour la détention, la possession réelle de vraies crypto-monnaies, je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes que ce pourcentage. Néanmoins, je pense que l'engouement est tout simplement du fait que les crypto-monnaies et des plateformes comme eToro d'investissement sont désormais beaucoup plus accessibles. Et évidemment, la proportion de femmes augmente conséquentiellement puisqu'il y a des publicités à la télévision sur eToro et qu'on n'a pas besoin d'appeler son banquier pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est accessible sur Internet. Donc, ça me paraît assez logique. Les femmes sont quand même sur Internet. Et donc, cette proportion va tendre assez rapidement vers 50%. Après, il faudrait se demander pour combien de pourcentage. Et puis, pays par pays. Voilà. Et puis, évidemment, il y a aussi ce sujet des pays, des 13 pays. Quels sont-ils ? Parce que c'est surtout dans les pays occidentaux que les femmes qui ont de quoi investir, en tout cas, si on prend celles parmi les populations qui ont de quoi investir, c'est dans les pays occidentaux que les proportions posent problème entre hommes et femmes. Alors, on va, comme introduction, vous demander qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, parce que j'aimerais que vous nous donniez votre définition la plus facile à comprendre, parce que ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre ne nous éclaire pas beaucoup sur le sujet. Alors oui, les définitions sur les crypto-monnaies sont souvent plus là pour faire peur que pour vraiment expliquer des choses. Donc je vais faire, plutôt que d'utiliser une image qui pourrait ensuite devenir désuète pour une personne qui peut-être a déjà quand même un peu regardé ce qu'il y avait, je vais prendre tout simplement la définition de l'AMF. Donc voilà, comme ça on est sûr qu'elle est valide. Et puis je propose qu'on la décortique un peu parce que ça a l'air compliqué, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça. Allons-y. Alors ils disent les crypto-monnaies, plutôt appelées crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain, chaîne de blocs, c'est la traduction en français de blockchain, à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un cryptoactif n'est pas une monnaie. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Donc, il vous explique quand même qu'une crypto-monnaie n'est pas une crypto-monnaie. Il vous explique que ce sont des actifs numériques virtuels. Pourquoi virtuels ? Ce sont des actifs numériques. Ils sont numériques, voilà. Ils sont pas virtuels. Je ne sais pas pourquoi on utilise tout le temps ce mot. Et donc, ce ne sont pas tous des crypto-monnaies. Certains crypto-actifs ont l'intérêt des monnaies. Donc, par exemple, Bitcoin, c'est plutôt le cas. Mais en fait, ce qu'on essaye de définir, c'est l'objectif, l'utilisation. Et vouloir absolument coller monnaie, c'est pour ça que j'utilise crypto souvent plutôt que crypto-monnaie. Parce que crypto, on sait de quoi on parle, mais c'est pas toujours des monnaies. Et donc, sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. C'est aussi très discutable. Donc voilà, vous n'êtes pas aidés. En fait, tout simplement, ce sont des actifs numériques qui circulent sur des blockchains.
la technologie de la blockchain, ça ne veut rien dire non plus. C'est des blockchains et on verra un peu plus tard ce qu'est une blockchain. Et ce sont des actifs numériques qui sont émis sans organes de contrôle habituels, comme on connaît les États, les banques, etc. Mais pas forcément de nulle part non plus. Ce sont quand même des groupes, des entreprises qui les créent et qui leur donnent une valeur. Et en fait, une fois qu'elles sont délivrées sur un marché, donc sur des échanges, évidemment, c'est l'offre et la demande qui va diriger leur prix, puisqu'il n'y a pas d'organe comme l'État qui va dire c'est tel prix. Voilà, donc C'est pas l'État, c'est pas la Banque de France. Non, mais cependant, c'est comme les actions. Le cours d'une action dépend de l'offre et de la demande. Et ensuite, il y a des indices d'information sur la santé financière de l'entreprise, mais à la fin du jour, c'est une question d'offre et demande. Oui, c'est ça. Et alors, la petite différence peut-être avec des actions, c'est qu'il y a quand même certaines cryptos qui sont des monnaies, donc certains cryptoactifs qui sont des monnaies ou qui visent à l'être. Et la différence aussi, c'est que c'est d'origine divisible. Alors qu'une action, on a créé des fractions d'actions après, etc., mais ça représente une part d'entreprise. Les crypto-actifs représentent parfois des actions d'entreprise, mais dans tous les cas, ils sont en général beaucoup plus divisibles par nature, enfin d'origine. Après, bon, quand leur valeur va augmenter, peut-être que la division prévue sera quand même énorme, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir les fractionner au maximum et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, exactement. Alors, on y reviendra sur le fractionnement, justement. J'ai lu il y a quelques jours qu'il existe 23 642 crypto-monnaies à ce jour. Et peut-être qu'il y en a de nouvelles depuis qui sont apparues, mais en tout cas, 23 642 crypto-monnaies. Mais alors là, c'est vertigineux. On se pose la question, comment les investisseuses et les investisseurs, ils choisissent les cryptos où investir, étant donné le nombre? Comment ils choisissent ce qu'ils considèrent être la bonne crypto-monnaie pour eux? Alors, je ne sais pas comment ils choisissent, mais ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner pour tout le monde parce que c'est difficile. En réalité, je peux créer une crypto-monnaie, je pense, en une demi-journée. Donc, le fait qu'il y en ait beaucoup ne veut rien dire. Il faut regarder celles qui ont un grand nombre de personnes qui ont investi dedans, qui ont une grosse réserve de cash, en fait, en quelque sorte, et qui vont avoir une valeur attachée à même leur unité. Et comment investir, comment dire? Il y a plusieurs façons de choisir. On peut décider qu'on veut se protéger des problèmes qui sont liés aux monnaies fiduciaires aujourd'hui. Donc, par exemple, on veut se protéger du dollar et de l'euro et se créer une petite réserve de Bitcoin parce qu'on pense que peut-être que les États vont tomber, les banques, et qu'on a envie de pouvoir échanger dans un avenir lointain où on pense qu'un jour, les choses, les biens et les services pourront s'échanger en Bitcoin. Et donc, dans ces cas-là, on va se faire une petite réserve au cas où. Ça va pas forcément être pour investir. Ensuite, on peut se dire, si, je pense que Bitcoin va faire x5, et j'ai envie d'acheter plein de Bitcoin. Et pourquoi on aurait choisi Bitcoin? Parce que c'est la plus grosse, celle dans laquelle il y a le plus de confiance, qui est la plus âgée, c'est la première. Et alors, il y a d'autres raisons, mais on rentrerait dans des détails qu'on abordera plus tard. Mais il y a plein d'autres raisons d'avoir particulièrement confiance en Bitcoin. Ensuite, on peut aussi investir, par exemple, en Ether, qui est la deuxième, parce que c'est la deuxième, mais aussi parce que Ethereum, je vous parlais tout à l'heure du fait que les cryptos sont pas toutes des monnaies. En fait, Ethereum, c'est une autre blockchain avec un autre protocole et qui a d'autres objectifs que Bitcoin. Bitcoin a été créé avec l'idée d'être un cash électronique qu'on pourrait échanger de pair à pair sans passer par un organe, une personne de confiance sur Internet. Parce qu'on n'a pas ça, en fait. Ethereum, lui, ils ont voulu créer une machine virtuelle, donc qui existe sur Internet, sur laquelle on peut construire des contrats. Et donc échanger, comme on fait aujourd'hui des contrats, et on signe en bas. Et bien là, en fait, on crée des contrats et ça nous permet de créer plein de choses, des applications, des NFT aussi, dont on parlera. Oui, je tiens à ce qu'on définisse les NFT. Voilà, et donc en fait, il y a une monnaie qui s'appelle l'Ether et qui permet de déployer ces contrats, de les utiliser. Et donc, en fait, cette monnaie, on peut l'utiliser, elle est d'ailleurs parfois, je trouve, beaucoup plus utilisée que Bitcoin comme une monnaie pour acheter des choses. Mais elle sert surtout à faire des choses, pour l'instant, dans le monde des crypto-monnaies, à construire des applications, à acheter des images dont on est sûr de détenir la propriété. Donc, on peut se dire, je veux me faire une réserve d'Ether.
non seulement parce que le prix va monter, mais aussi parce que je veux pouvoir faire des choses, en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ensuite converti leurs Ethers en d'autres crypto-monnaies ou en d'autres biens et services qui se vendent sur Internet et qui ont fait fortune comme ça. Et enfin, la troisième chose que je dirais, parce qu'après ça va être long, c'est que en fait, comme on disait tout à l'heure, ça peut être en quelque sorte, ça peut représenter les parts d'une start-up. Par exemple, moi j'ai un nouveau projet sur un échange circulaire, fair trade ou je sais pas quoi, un projet d'entrepreneuriat social et solidaire sur la ville de Toulouse, allez, je vais dire au pif. Et je me dis, j'aimerais faire une sorte de crowdfunding, donc je vais émettre sur la blockchain Ethereum et grâce aux smart contracts qui permettent, tous ces contrats qui permettent d'être faits, un deal où en fait les gens vont pouvoir acheter ce deal, ils en achètent autant qu'ils veulent, et en échange, ils auront une rétribution dans 1 an quand ça sera prêt. Quand ça sera prêt et quand ça rapportera? De préférence, mais j'ai pas vraiment de promesse. C'est comme dans les startups, en fait. Quand on investit dans une startup, il n'y a aucun engagement de la part de la startup. On sait dans quoi on se mouille. C'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est mondial et sur Internet, donc ça peut prendre des très grosses valeurs et c'est pour ça que c'est assez volatile. Ça fait monter très vite le cours de certaines de ces crypto-actions, en quelque sorte, qu'on appelle des security tokens quand ça rentre dans la loi. Mais parfois, ils évitent de se faire appeler comme ça pour éviter des régulations. Et on peut, ce qu'on appelle tokeniser, donc jetoniser, pour avoir la traduction, donc créer un jeton, oui. Tout et n'importe quoi. Donc, on peut, par exemple, prendre un appartement, on le divise en 10 000 et on dit chaque 10 millième, c'est un jeton. Et hop, ça devient un crypto-actif, du coup, plutôt qu'une crypto-monnaie. Et en général, ça va prendre la forme d'un token qu'on va assimiler à un NFT. Et on expliquera après pourquoi. Parfois, il y a la confusion entre les deux. Mais ça va être rattaché donc à un contrat qui va me donner accès à des choses, peut-être accès à un club privé des personnes qui détiennent une part des appartements de telle entreprise. Mm-hmm. On peut tokeniser des fonds. Des fonds d'investissement, des choses très, très diverses. Alors justement, puisqu'on est à parler ici des contreparties finalement, donc étant donné la volatilité et les risques de hausse très forte ou de chute brutale, est-ce que la notion de rendement dans les cryptos peut être comparée avec un rendement d'un investissement classique? L'hypothèse est de dire, on a 10 000 euros de Bitcoin aujourd'hui, est-ce que je compare le rendement de l'année dernière avec celui d'autres cryptos, ou alors est-ce que je les garde, je les vends? En tout cas, de quel type d'actif je peux me rapprocher dans cette notion de rendement? Oui, alors pour la notion de rendement, je pense que si c'est juste de l'investissement, ce qu'on appelle en spot, c'est-à-dire d'acheter une crypto-monnaie et de penser qu'elle va monter et d'attendre. D'espérer qu'elle va monter voilà. Avant de le penser. Les rendements peuvent être énormes et évidemment, les risques de tout perdre sont énormes. C'est le bénéfice-risque habituel. Donc, ça peut être comparé à de l'investissement dans les startups, je pense, même plus extrême. À comparer avec une start-up, en général, quand même, on finit à 0 avec une start-up. On finit très souvent à 0. C'est 1 sur 1000. Il faudrait voir s'il y a eu des études là-dessus. Et on peut espérer faire x100, x1000, pas forcément beaucoup plus. Dans les crypto-monnaies, si on vient très tôt, comme c'est en général encore plus tôt dans les stades de développement, ça peut être encore plus. Et en fait, il faut réfléchir. Mais Agathe, ça veut dire qu'il faut chercher de nouvelles cryptos ou alors tout simplement se rassurer et investir dans des bitcoins pour avoir ce type de rendement dont on parle là maintenant? C'est sûr que sur Bitcoin, on n'aura pas le même rendement parce que... Il y a de la maturité peut-être maintenant. C'est ça, c'est plus mature. Donc, on a tendance à penser que la courbe va être moins folle. Enfin, il y a des explications, même dans le protocole lui-même, qui justifient le fait qu'on pense que petit à petit, la courbe va se lisser. Il y a même des personnes qui théorisent le fait qu'un jour, Bitcoin pourrait devenir une monnaie stable. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est pas intelligent si on pense que c'est une monnaie qui va être utilisée? Quand on voit la courbe du dollar chuter, de l'euro chuter, quand on voit la situation... de se dire, c'est mieux d'avoir pour moi, pour mon avenir, pour mes enfants, un peu de Bitcoin. C'est ça, en fait. C'est parce que la question de Bitcoin, elle est vraiment à part. Comme une épargne de précaution? Non, comme un outil de diversification. Je pense que Bitcoin est désormais un outil de diversification
pas que d'un point de vue investissement, mais aussi de précaution. D'accord. Je pense que ça peut être important. Alors, moi, je me posais une question, toujours en comparaison un peu avec ce qu'on connaît, hein, pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des courtiers en crypto qui proposent, par exemple, un panier de différentes crypto-monnaies et qui les choisissent pour nous, les novices? Donc, un peu comme quand on investit dans un plan épargne action avec différentes actions dans le panier. Alors oui, il y en a, je vais te dire, j'imagine qu'il y en a bien plus de types différents, mais j'en vois immédiatement 2. Il y a évidemment les courtiers habituels, les personnes qui s'occupent des placements dans le patrimoine, etc. Moi, j'en connais un, par exemple, à Bordeaux, qui fait ça, qui a, parmi les propositions d'investissement, il a ajouté En plus, ça. Il s'occupe de vos clés, de vos clés privées, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la conservation de vos crypto-monnaies aussi, si vous le souhaitez. Parce que vous pouvez toujours choisir de les garder, de les conserver vous-même. Et évidemment, il vous conseille, il vous accompagne sur des packages qui seraient les plus raisonnables. Alors, en fonction de votre profil. Parce que, voilà, ça peut être quelqu'un qui a un profil, qui a envie d'investir dans du risqué. Il met 2% dans un truc super risqué. S'il a envie, il peut. Alors, j'ai aussi un deuxième exemple. C'est plutôt... sur les échanges centralisés. Donc, ce sont des plateformes qui permettent d'acheter et de revendre des crypto-monnaies, qui conservent aussi vos crypto-monnaies, donc vos crypto-actifs. Il faut que je prenne le pas aussi d'utiliser ce mot. Et certains proposent des packs. Donc, il y a CoinHouse, notamment en France, et il y a Swissborg en Suisse, des packs thématiques ou des packs en fonction de votre conception du risque ou votre appétence au risque. Voilà. oui, il y a des packs thématiques. Oui, il y a des packs thématiques. Par exemple, si votre thèse d'investissement, c'est que les métaverses vont exploser, il y a un pack spécial métaverse crypto, quoi. Ça ouvre des horizons. Tout le monde sait ce que c'est que le métaverse? On va en parler. Il n'y a pas une seule définition, hein, Non, non, métaverse. Oui, c'est pour ça. Voilà, Alors, outre le Bitcoin, quels sont les cryptos les plus connus, ou en tout cas, est-ce qu'il y en a des françaises en particulier, quoi? L'idée étant de voir si on peut investir dans une crypto française quand on souhaite privilégier le Made in France. Made in Est-ce que c'est une France, bonne oui. idée ou bien c'est l'inverse, en fait, des cryptos qui sont par définition International, globales? global, Oui. mondial. Oui, alors il y a des cryptos françaises. Il y a Cocorico. Tezos, mais c'est suisse aussi. Il y a Terre Noire. Mais non, c'est pas Made in France. En fait, quand même, dans l'investissement dans les crypto-actifs, il y a un certain retour à la souveraineté dans notre rapport à l'argent, mais personnel, une souveraineté personnelle. Le nationalisme n'a pas vraiment sa place dans une démarche qui est quand même un petit peu anarchiste. Je pensais à des créateurs français, par exemple, des créateurs de crypto français. Oui, alors oui, il y en a. Il y a Ternoa, par exemple. Il y a Tezos, qui a une équipe très française. Il y a même, je sais que Starkware, enfin, dans la tech, en fait, dans les techs derrière ces crypto-monnaies, il y a souvent des entreprises. Parce qu'en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la crypto-monnaie circule sur la blockchain. Elle est détenue par le protocole, en fait. Donc, par personne, en quelque sorte. Hein. C'est pas toujours exactement ça, mais voilà. Et ceux qui l'ont créé, en général, se divisent et créent 2 structures. Une structure qui va devenir une entreprise commerciale, qui a permis de payer les développeurs pour créer tout ce protocole, qui a été financée, elle aussi, par d'autres moyens, parfois par de l'equity, et par une partie des jetons qui lui sont réservés lorsqu'il y a la création, le premier financement ouvert de cette entreprise sur le marché. Et donc, eux, ce qu'ils vont vendre, en fait, c'est des services pour accompagner des développeurs ou des startups ou des entreprises à utiliser la blockchain, cette crypto-monnaie, et construire des choses avec pour qu'elle devienne incroyable, la plus désirée et celle qui est la plus utilisée. Et puis, il y a la fondation. La fondation, en général, sert à s'assurer de la bonne gouvernance de ces blockchains, de vérifier que les règles sont respectées et qu'il y a bien un processus de consensus, de recherche de consensus, que donc l'essence de la blockchain va perdurer et que tout ça va se développer. À chaque fois, il y a ces 2 entreprises, ces 2 structures, ces 2 organisations. Et dans ces 2 organisations, dans toutes les crypto-monnaies que vous allez voir sur la liste, il y a plein de Français.
à la fois sur les parties du coup management, politique, marketing, qui va plutôt faire partie de la fondation, et à la fois sur la partie tech, donner des outils à d'autres développeurs pour venir se greffer au projet, trouver des marques qui vont utiliser la crypto-monnaie ou cet asset, cet actif qui parfois peut permettre plein de choses à des marques ou à des entreprises pour plein de cas d'usage différents. Donc, ce qu'on dit, c'est que dans ce monde de la crypto, il y a énormément d'ingénierie française, c'est ça? Oui, C'est ça, au niveau mondial. On la énormément. retrouve. Ah, bon, d'accord. On a de très bons ingénieurs, on a de très bons mathématiciens, donc on a de très bons cryptographes, on a des très bonnes écoles de développement. On a en plus, je pense, la chance de vivre dans un pays libre, donc on a beaucoup de mobilité, on a quand même appris des langues à l'école, on a une population éduquée. Et on a, je pense aussi, quand même, il y a quelque chose de très politique dans les crypto-monnaies. Et je pense qu'il y a énormément de liens avec notre histoire, la Révolution française, notre rapport à l'autorité, La liberté. la liberté. Parfois, je me dis, liberté, égalité, fraternité, ça représente le monde des crypto-monnaies. On a envie d'en savoir plus, effectivement. Alors, je reviens sur les cryptos envisagés comme investissement. Est-ce que les cryptos, c'est un peu comme n'importe quel investissement risqué, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas paniquer quand ça baisse brutalement, ce qui arrivait souvent, mais est-ce qu'il faut au contraire serrer les dents et attendre sereinement que le cours remonte, ou ça marche pas du tout en fait comme ce qu'on connaît? On rentre un peu dans les grandes règles du conseil en investissement, c'est-à-dire que tout le monde va vous dire ne mettez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Ça dépend de votre situation déjà, parce que si vous êtes jeune et que vous pouvez vous refaire, bon, c'est jamais cool de perdre de l'argent, mais vous avez peut-être fait un pari sur quelque chose dans lequel vous croyez. Mais des fois, quand on perd, on apprend. Voilà, et parfois ça nous permet d'apprendre. C'est vrai qu'on a tendance aussi à dire dans les crypto-monnaies, en tout cas dans ceux qui se professionnalisent, qu'on est tous passés un petit peu par cette étape d'avoir mis trop et de s'être pris des baffes, et du coup, c'est ça qui nous a motivés à aller chercher plus d'informations et à être meilleurs. Mais en effet, oui, comment dire, par exemple, dans le cas de Bitcoin, il a déjà énormément baissé et on voit que comme il y a un projet à long terme, que ça s'installe bien, il vaut mieux dans ces cas-là peut-être attendre. Si on a investi quand c'était tout en haut, pour Bitcoin, moi par exemple, je dirais d'attendre et d'être patient. Après, on peut se fixer aussi ce qu'on appelle des stop-loss en trading, je sais pas comment dire en investissement, mais se dire, bon, quand je perds quand même 30%, pour moi, c'est fini, je replie, je récupère mes 70% et je les mettrai ailleurs quand le marché aura baissé. Ouais, mais ça, c'est sur la plateforme de trade. On met un stop-loss à tel endroit et on met même un plafond sur les gains, quoi. Exactement, on peut aussi mettre un plafond sur les gains. Après, Donc, je pense que ça sort dépend. des mécanismes qu'on connaît. C'est des mécanismes qu'on connaît typiquement pour de l'assurance, pour des fonds d'investissement, pour des actions, pour voilà. Exactement. Et après, on peut aussi se dire, imaginons, je vais mettre 20% de mon investissement crypto un peu, comme on dit dans les cryptos, en mode dégène, donc en mode dégénéré. Donc, on va mettre, je vais prendre beaucoup de risques sur 20%. Je vais aller mettre des petites valeurs dans plein de projets dans lesquels je me dis, je revois pas. Mais j'ai un potentiel de gain qui est énorme. Et là, on se rend compte, en fait, toutes celles qu'on croyait, ça chute. Est-ce que ça vaut le coup d'aller rechercher cet argent-là, même à 70%, je sais pas. Moi, je le laisse, par exemple. Je me dis, ces 20%, je me suis déjà dit que je les avais perdus. Donc, je me dis, advienne qui pourra, quand le marché ira mieux, ça se trouve, il y en a une là-dedans qui va rester. J'ai peut-être pas fait mes choix non plus trop, je sais jamais au hasard non plus, mais j'ai réfléchi en fonction d'une thèse d'investissement. Je pense que c'est surtout ça le sujet, en fait. Vous devez avoir une thèse d'investissement pour vos investissements dans les crypto-actifs. Et cette thèse d'investissement pour vos crypto-actifs doit rentrer à l'intérieur d'une thèse d'investissement globale sur l'ensemble de votre gestion d'épargne, de patrimoine, d'investissement tout court, en fait. Et donc, normalement, vous devez être à l'aise avec vos investissements. Alors, il y a juste un mot que je comprends pas, c'est peut-être moi, c'est thèse d'investissement. Oui, alors une thèse d'investissement... On peut le dire comme un comportement d'investissement. La thèse D'accord. d'investissement, c'est la façon dont tu penses ton investissement. C'est ça, en fait, on va se dire, par exemple, moi, je suis jeune, je pense que je vais pouvoir gagner plus d'argent dans les prochaines années. J'ai la chance d'avoir un patrimoine déjà grâce à ma famille.
Donc, je pense que je peux prendre beaucoup de risques. Parce qu'en fait, je pourrais refaire cet argent. Si je le perds, le potentiel de gain est énorme. Et j'ai déjà du patrimoine, donc en soi, je ne vais pas finir à la rue. Mais on peut avoir la même chose avec quelqu'un qui a rien et qui se dit, bon, bah... Ouais, on peut parler aussi de quelqu'un qui est plus âgé, qui peut avoir un peu de patrimoine, des revenus, qui n'a pas des perspectives pour se refaire sur le long terme, mais qui a une appétence au goût de jouer et qui se dit, ben voilà, par exemple, ce qu'on appelle des actions qui valent moins d'1 euro, ou en tout cas certaines actions qui valent juste 1 euro, et alors je vais jouer avec ce genre d'actions, sachant qu'elles ont un potentiel de plus-value très élevé ou de moins-value très élevé. Oui, c'est le bénéfice-risque en fait qu'il faut évaluer, mais en fait une thèse d'investissement, c'est vraiment se poser et réfléchir à sa situation de vie et quels sont nos objectifs et en déduire là, bon bah du coup, peut-être c'est plus malin pour moi d'investir dans l'immobilier pendant plusieurs années et les cryptos, si j'en mets, ce sera que 200 euros une fois tous les 3 mois pour voir comment ça marche. Ça peut aussi être ça. Il faut juste être à l'aise en fait avec cette thèse et la tenir surtout. Par exemple, si on se dit c'est 20% en crypto, je les ai mis, alors j'ai tout mis sur Bitcoin parce que je veux quand même que ce soit de l'argent que je veux avoir en Bitcoin pour plus tard. C'est pas pour quand ça fait x3 le vendre, puisqu'en fait on s'est dit c'est une stratégie sur 10 ans. Je pense que ça va monter encore plus. Je pense même pouvoir l'utiliser. Donc là, faut pas vendre, alors même qu'il est plus haut. Parce que sinon, vous respectez pas votre thèse d'investissement. Et le problème, c'est le déséquilibre avec les autres choix que vous avez fait sur d'autres placements. Ok, donc je suis allé voir, moi, le prix du Bitcoin. Aujourd'hui, et au moment où on se parle, un seul Bitcoin vaut à peu près 25 226 euros. Alors, c'est une somme. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut acheter des fractions de Bitcoin et comment est-ce que on peut avoir des centimes de son portefeuille sans avoir un euro entier, quoi. Oui, est-ce que c'est comme les centimes avec l'euro? Est-ce qu'on peut se dire... Oui. Je voudrais 10%. Non, on a parlé de la fragmentation tout à l'heure aussi. Oui, 10% d'un Bitcoin, c'est possible d'acheter des parties, par exemple? Oui, bah alors en fait, c'est encore mieux que l'euro parce que un Bitcoin est divisible jusqu'à 8 zéros après la virgule. Il a été conçu comme ça. Parce que, pour plein de raisons, très compliquées. Parce que c'est facile, c'est numérique et aussi. très longue, voilà. Ah ouais, c'est numérique. Alors donc, Effectivement. Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de physique, et s'il y a du physique, ça sera de toute façon quelque part dans le numérique. Et donc, en fait, personne n'achète un Bitcoin entier en se disant, je vais aller acheter un Bitcoin. Ouais. Oui, on met plutôt, c'est dans plus de l'autre 22 000 sens. là tout de suite. C'est plutôt, je mets 100 euros dans Bitcoin, en fait. C'est dans ce sens-là qu'on réfléchit. Je vais ça tombe bien, convertir 100 euros dans Bitcoin. Ah bah bravo, vraiment merci, parce que c'était ma question suivante, là, par exemple. Si je veux commencer là tout de suite en investissant, mettons une toute petite somme pour voir 100 euros, 200 euros en Bitcoin ou en une autre crypto-monnaie, soyons folles, je me demandais s'il y avait un investissement minimum. Non, il n'y a pas d'investissement minimum. Après, c'est vrai que quand on envoie notre argent quand on veut acheter en général, quand on démarre, on achète sur une plateforme centralisée. Et quand on achète sur une plateforme centralisée, il y a des frais qui sont petits, qui sont en pourcentage sur la transaction. Je crois qu'ils demandent, c'est qu'à partir de 10 euros ou quelque chose comme ça. Sinon, ça n'a pas de sens. On donne 2 euros à la plateforme et on achète 8 euros. Mais oui, c'est des toutes petites valeurs. Et il y a d'autres plateformes où c'est encore moins. C'est vraiment... On va faire un jeu de piste là maintenant. Quelle est la porte d'entrée des cryptos? C'est où? Sur quel site est-ce que je dois aller pour aller acheter mes premiers bitcoins ou en tout cas une autre crypto et voir monter ou descendre mon petit investissement, quoi? Alors, la porte d'entrée, c'est ce dont j'ai parlé, c'est les échanges centralisés qu'on appelle les CEX. C'est très, très élégant. Donc, CEX. C'est la porte d'entrée, je pense, que tout le monde a prise, même si on privilégie ce qu'on appelle les DEX, donc les échanges décentralisés. Sauf que, pour l'instant, c'est quand même un petit peu compliqué pour quelqu'un qui vient d'arriver de convertir directement ses euros en crypto-monnaie sans passer par ces plateformes centralisées. Donc, est-ce que c'est plutôt concrètement ou plutôt DEX? Alors moi, je préfère les DEX, mais c'est vrai que j'ai dû passer comme tout le monde par d'abord les CEX pour convertir mes euros en crypto, que ce soit des crypto-monnaies qui sont rattachées à la valeur du dollar. Donc il y en a plusieurs, ce qu'on appelle les stable coins, donc les monnaies stables, les crypto-monnaies stables, qui sont plus ou moins bien
rattachées à la valeur du dollar et certaines de l'euro, donc qui permettent de convertir en crypto-monnaie. Et ensuite, on peut aller sur des échanges décentralisés pour les échanger avec d'autres crypto-monnaies qui sont d'ailleurs parfois disponibles uniquement là-bas et pas encore ce qu'on appelle listés sur les échanges centralisés qui sélectionnent un petit peu ce qu'ils proposent. Mais concrètement, cette porte d'entrée, c'est un site web, c'est une appli, c'est comment ça s'appelle? C'est sur le téléphone. Donc, il tout à l'heure, j'en ai cité 2, CoinHouse et Swissborg. Mais il y a aussi Coinbase qui est le plus connu. D'accord. Il y a Binance aussi qui est très très connu, mais que je déconseille pour les débutants parce que c'est très complexe. Enfin, moi, j'ai commencé par Coinbase. Je recommande aussi Swissborg. On y va, on se crée un compte. Voilà, c'est ça. Alors, c'est des voilà. plateformes qui sont obligées maintenant en Europe, qui sont régulées, qui sont obligées de vous demander ce qu'on appelle un KYC, Know Your Consumer. Donc, ils sont obligés de vous demander votre carte d'identité, un justificatif de domicile. Mais ça se fait quand même beaucoup plus rapidement que créer un compte bancaire, beaucoup plus rapidement que d'acheter des actions, je pense. J'ai jamais essayé. Et donc, en fait, en une demi-journée, vous avez... et surtout, vous avez la protection de ces échanges sur vos clés. C'est-à-dire que c'est eux qui gardent vos crypto-monnaies. Et donc, vous avez peut-être un peu moins de stress que quand vous faites tout parfaitement bien, comme le souhaite, en fait, le crypto-lover idéal, qui va vous le dire de conserver vos crypto-monnaies, vos clés, etc. Mais quand on démarre, c'est un petit peu fastidieux, ça fait peur. Alors que là, par exemple, je sais que CoinHouse, vous pouvez les appeler. Donc, vous avez un problème, vous les appelez. Les Swissborg, c'est que sur le téléphone. Vous leur envoyez un message sur le chat, en 2 minutes, ils vous répondent. Enfin voilà, donc vous êtes un peu plus accompagné. Quand on investit dans une crypto, est-ce qu'on possède un compte ou une sorte de porte-monnaie virtuelle? Alors, il y a ce qu'on appelle la self-custody et la custody tout court. Donc, la custody tout court, c'est la conservation des crypto-monnaies et c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des SEX. Les échanges centralisés, en fait, conservent pour vous vos crypto-monnaies et donc vous allez y accéder et pouvoir demander de changer, de transformer en euros, de le remettre sur votre compte comme vous le souhaitez tant que la plateforme est d'accord. Et en général, elles font tout pour faire ce que vous leur demandez parce que sinon, tout le monde va s'en aller. Mais c'est pas garanti à 100%. Et vous allez y accéder avec votre mot de passe et votre mail, en fait. Et puis des mesures de sécurité, le 2FA avec le téléphone, le machin, comme vous accédez à votre compte bancaire. Mais par contre, de la même façon qu'une banque, si je sais pas, le site plante ou ils n'ont pas envie de vous rendre l'argent, ils ont peur, tout le monde s'échappe du marché, ils veulent bloquer pendant une demi-journée les transferts, ils peuvent le faire. Ils le font rarement parce que ça leur donne mauvaise réputation, mais ils peuvent le faire. Une banque peut vous interdire l'accès à votre compte. On a vu au Liban ce que ça a donné. Mais en France, il y a des fois, vous avez des sites d'institutions financières qui sont en maintenance. Et bien sûr. Et pendant ces temps de maintenance, on ne peut pas avoir accès à nos infos, quoi. Ben voilà, c'est ça. Ça m'arrive régulièrement ici sur le compte professionnel d'avoir le site d'une de mes banques qui soit en maintenance. Oui, puis ils peuvent simuler une maintenance les jours où ils ont beaucoup d'activités, où le cours chute. Alors qu'il y a une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la self-custody, donc c'est détenir soi-même ses crypto-monnaies. Oui. Et on a un adage qui s'appelle « Not your keys, not your coins ». Parce qu'en fait, lorsqu'on... Alors, not your keys, not your coins, pas ta clé et pas tes cryptos. Pas vos clés, pas vos sous. Pas vos clés, pas vos sous, quoi. Et donc, en fait, parce que un des mouvements les plus forts depuis la création de Bitcoin, c'est l'idée de pouvoir détenir soi-même son argent. Et la fameuse liberté dont on parlait, le fait de se... Mes sous ne sont pas à la banque, ils sont chez moi. Chez moi. Et en fait, quand on achète des crypto-monnaies, je résume vraiment parce que ça les envoie sur une adresse. Alors quand vous passez par un échange centralisé, c'est leur adresse à eux et puis eux, ils ont un registre et ils mettent yatati yata, yatati yata. Donc c'est un peu comme un registre bancaire. Alors que là, en fait, non, moi je peux avoir moi-même un des nœuds de cette fameuse blockchain et dessus, je peux avoir en fait 2 clés. Une clé publique qui me sert à recevoir de l'argent, c'est comme mon adresse, et une clé privée qui me permet de signer en fait les transactions, de dire c'est bien moi, et c'est la seule qui permet d'accéder, de bouger les fonds, de faire ce que je veux avec. D'accord, donc on n'a pas intérêt à la perdre. Et on n'a pas intérêt à la perdre, mais ce qui s'est passé
et qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques semaines, Ethereum a créé ce qu'on appelle l'account abstraction. Ça paraît un peu horrible comme ça, mais en fait, c'est tout simple. En fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait cette clé qu'il fallait absolument pas perdre, c'était la seule chose qui pouvait permettre de bouger les fonds. Donc finalement, c'était la même chose que l'adresse email. Si je perdais ma clé, que je pouvais plus rien bouger, on pouvait m'envoyer des choses à cette adresse. Au final, c'était quasiment la même chose. Donc ils ont séparé en fait un peu l'adresse du signataire, ce qui fait qu'on va pouvoir construire dans les mois à venir, là tout le monde est en train de se tabler dessus, des systèmes avec des conditions. Donc en fait, votre clé, ça sera plus quelque chose à ne pas perdre. Vous pourrez décider que votre clé, c'est votre frère, vous et votre sœur sur un compte, donc une adresse commune. Si ensemble vous allez taper tel mot de passe, eh ben vous pourrez bouger les fonds, par exemple. Ou plein d'autres choses, en fait. C'est pour éviter les arnaques. C'est complètement pour augmenter la sécurité. Alors ça existait déjà, ce qu'on appelle des multi-signatures, donc ça existe déjà. Mais là, en fait, ça va pouvoir être accessible à tout le monde. Mais aussi, on va pouvoir mettre plein de conditions, dont des conditions plus simples, qui vont permettre, en fait, finalement, vous allez pouvoir, à mon avis, assez rapidement, vous connecter à votre wallet et bouger vos fonds avec email et... Ok. Alors maintenant, et pour comprendre encore un peu mieux tout ce monde de crypto, on va sans doute devoir parler de la fameuse blockchain. On en a déjà celle parlé qui d'ailleurs. permet le fonctionnement de toutes les crypto-monnaies. Alors, globalement, et pour revenir un peu sur les explications, c'est quoi une blockchain? Oui, c'est quoi Et là la encore, est-ce qu'il y a blockchain? une définition, une image forte qui nous permet d'éclairer nos amis novices? Nous aussi, pour la même occasion, ok? Je me disais d'ailleurs, si on essayait la blockchain expliquée à ma grand-mère ou à ma petite nièce qui est au lycée... C'est pas facile. En fait, souvent, on demande cette vulgarisation-là. Le risque de cette vulgarisation, c'est qu'en fait, il y a très peu de vulgarisation qui fonctionne. Malheureusement, je vais commencer par ça, mais je vais quand même répondre. Hein. Je vais quand même vous aiguiller. On va essayer. Mais en fait, il y a quand même un effort à faire. Je le dis tout de suite, si vous êtes là à nous écouter, que vous êtes intéressé par tout ça, si vous voyez ça uniquement comme de l'investissement, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin en fait. On peut se faire conseiller pour des investissements. On n'a pas besoin de savoir comment on construit un immeuble pour acheter d'immobilier, à ce que je sache. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Si vous voulez savoir ce qu'est la blockchain et que ça rentre dans votre réflexion sur est-ce que je vais investir sur telle ou telle blockchain, ce qui peut être tout à fait intéressant et intelligent, je pense que oui, à ce moment-là, c'est important. Et malheureusement, on va pas pouvoir l'expliquer comme une grand-mère parce que ça ne sert à rien. Une grand-mère n'a pas besoin de savoir ça, en fait. Non, mais c'est éventuellement d'être accompagnée. Si elle veut investir, elle peut aussi se plonger dedans, mais dans ces cas-là, elle sera curieuse et on va pas lui expliquer comme un enfant de 5 ans. Je pense qu'elle préférait avoir une vraie bonne définition. Donc, je vous donne déjà une définition que j'ai trouvée sur un site, je crois, d'État aussi. Hein. Je suis allée chercher les définitions legit, comme on dit. Donc, la blockchain, dont la traduction en français est chaîne de blocs, que nous n'utilisons jamais, est une sorte de registre qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Ça, c'est très important. En fait, c'est une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. Alors, comment expliquer avec quand même une petite image? Imaginons que nous sommes dans l'Antiquité. Les personnes échangent alors en communauté autour de produits qui sont plutôt saisonniers. Très rapidement, en fait, c'est un système de dette qui s'installe. La dette existait avant la monnaie. Parce qu'en fait, je sais pas, le monsieur qui allait tondre un mouton, et il fallait qu'il attende l'été pour recevoir les olives qu'il allait avoir en retour. Mais il y avait bien quelqu'un qui notait quelque part ses dettes. C'était souvent des scribes. Et ça s'est en plus amplifié avec l'apparition des marchés et des communautés qui échangeaient énormément de biens sur les marchés. Donc il y avait des scribes devant, et on faisait confiance aux scribes pour noter, machin à temps, machin à payer tant de la dette de l'année dernière, et puis ils revenaient avec leur tablette, etc. Donc, les scribes, le problème, c'est qu'on peut les corrompre. Et c'est là où Bitcoin est arrivé avec l'idée d'un cash électronique de pair à pair sur Internet qui n'a pas besoin de scribe. C'est nous tous, en fait, le scribe. C'est nous tous qui pouvons valider si c'est vrai ou pas vrai avec un protocole. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est
une time chain, parce qu'il faut en fait qu'on sache chronologiquement, qu'on puisse classer chronologiquement les transactions pour savoir qui a combien, à quel moment. Et du coup, la prochaine transaction, pouvoir dire est-ce qu'elle va être possible ou est-ce que le gars, il s'invente de l'argent qu'il n'a pas. Et on va éviter aussi ce qu'on appelle la double dépense. Donc le fait qu'on puisse envoyer... Parce qu'en fait, c'était ça le problème sur Internet. C'est qu'on ne savait pas comment vérifier sans passer par les banques qui a telle valeur, en fait. Et s'il n'y a pas une personne qui est en train de copier-coller un code numérique qui arrive à imiter 1 euro. Et donc, jusqu'à maintenant, on avait tout laissé aux banques. Le fait de choisir, de donner des autorisations, etc. Donc, moi, je note que la blockchain, c'est une sorte de registre. C'est ça, c'est un registre avec les soldes des comptes de tout le monde qui enregistre les transactions au moment où elles arrivent par bloc. Donc, du coup, ça a donné blockchain. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est chronologiquement et noté. Chaque transaction est notée avec la date et l'heure. Alors, j'ai essayé avant cet épisode, de faire des recherches sur la fameuse blockchain. Et il y a un mot que j'ai souvent rencontré, un métier plutôt. C'est le métier apparemment de ceux et celles qui font vivre la blockchain, et même qui en vivent, et qu'on appelle des mineurs. Donc, je pense qu'il y a des mineurs. S'il y a des mineurs, il y a des mineuses d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, miner ? Il n'y a pas beaucoup de mineuses. Il y en a vraiment ça va pas beaucoup. venir. Pour le coup, en plus, parmi les choses des cryptos, s'il y a un endroit où il y a vraiment très très peu de femmes, c'est bien dans le minage. Alors, bon, ça c'est pareil. Je vais essayer de... Il y a peu de femmes, mais ce soir, c'est une femme qui nous éclaire sur ce sujet. Oui, j'adorerais miner du Bitcoin. Après, c'est comme je vais vous l'expliquer, beaucoup d'investissement. Alors, on dit miner du Bitcoin. Alors oui, on mine du Bitcoin, on mine certaines crypto-monnaies, mais pas toutes. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Évidemment, comme on a un registre où tout le monde peut venir faire n'importe quoi, il faut éviter qu'il soit hacké et il faut éviter que moi je vienne et je mette une transaction. Bon, ça sera de toute façon pas très facile à faire, mais je suis un génie de l'informatique, imaginons, et je mets 100 Bitcoins sur mon compte. Donc j'essaie de tricher. Eh bien, en fait, il y a un protocole de consensus qui n'a pas besoin d'organe central, qui a été inventé, en fait, avec Bitcoin et qui permet de garantir la validité de tout ce registre. Et ce que font les mineurs, en fait, c'est que ce sont eux qui résolvent une énigme toutes les 10 minutes. En fait, les mineurs, c'est les garants de l'intégrité du process, quoi. Exactement. Et c'est un métier ? C'est un métier parce qu'en fait, ils doivent... Ils minent toute la journée, alors. Certains minent toute la journée. Alors au début, quand il y avait très peu de monde sur la blockchain, il y a en fait une difficulté qui s'adapte pour qu'il y ait un bloc qui sorte toutes les 10 minutes. Donc au tout début, pour qu'il y ait un bloc qui sorte toutes les 10 minutes, il suffisait qu'il fasse... c'était comme c'est en fait un peu en mode aléatoire que ça cherche. Ouais. C'était possible avec un PC de miner du Bitcoin. Et en plus, les récompenses étaient plus élevées à l'époque parce qu'il y a un système de récompenses. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde, eh bien, ce sont des fermes de minage, ce sont même des coopératives de mineurs qui se réunissent. Et donc, en fait, ils font marcher des cartes graphiques qui cherchent un chiffre un peu au pif. Mais il faut quand même bien le chercher parce qu'il y a beaucoup de probabilités. Et la probabilité s'adapte en fonction du nombre de personnes qui essayent pour que ça reste toutes les 10 minutes exactement. Donc, à chaque fois, plus il y a de monde, plus c'est difficile. Mais par contre, c'est très facile de vérifier que c'est le bon chiffre et qu'ils n'ont pas triché. Et en fait, tout le système est organisé pour qu'il n'ait même pas intérêt à tricher, en réalité. C'est surtout ça qui permet d'avoir ce consensus. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt à tricher, parce que ça n'a pas d'intérêt, et c'est quasiment impossible, d'avoir une puissance de calcul qui va permettre, toutes les 10 minutes, un seul gars peut pas y arriver. Ça va forcément être quelqu'un d'autre. La probabilité que ce soit quelqu'un d'autre est bien plus élevée que celle que soit lui. Et donc, du coup, il y a peu de possibilités que des gens réussissent à se réunir au point de pouvoir diriger et s'ajouter des bitcoins. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et on a besoin d'eux parce qu'ils permettent donc pas de faire vivre, ça serait une mauvaise expression, mais de valider. Parce que de toute façon, Bitcoin sera validé si tout le monde arrête. Il suffit juste qu'il y ait un gars qui appuie sur un ordinateur. Donc, on a découvert une nouvelle activité, voire un nouveau métier, mineur, mineuse, on espère. Alors, quand on essaie de comprendre les cryptos, il y a un sigle mystérieux qu'on rencontre souvent, bien sûr, c'est les NFT. Alors, qu'est-ce que c'est que les NFT, Agathe ? Alors, oui. Ce soir, c'est votre soirée dictionnaire. Oui, mais en même temps... Alors, les NFT, ce sont en fait des tokens. Au début, j'ai utilisé le mot token. Donc, des jetons qui ont été rendus possibles
Et en fait, c'est tout simplement une façon de relier à une adresse un fichier qui est lui stocké en général, pas toujours sur une blockchain, plutôt sur des serveurs décentralisés ou même un PC, tout simplement, et de s'assurer de la propriété en fait de ce fichier. Et ça ouvre énormément de perspectives dans l'art numérique parce qu'auparavant, moi par exemple, si je faisais une très belle photo de Corinne, je l'envoyais en disant c'est moi qui l'ai faite, quelqu'un d'autre pouvait prendre exactement le même fichier, peut même très facilement changer la date et faire genre c'était même avant moi et dire mais non c'est moi l'auteur original de ce voilà. Donc là en fait on inscrit dans le registre le fait que bah non cet objet informatique il est relié à cette personne et il a été pour la première fois créé en tout cas mis sur la blockchain ce jour-là. Et ensuite, on peut du coup les échanger et conserver leur valeur. Donc, dans l'art numérique, c'est un énorme changement et de plein de perspectives dans l'investissement dans l'art numérique aussi. Alors, quelles sont les erreurs que font le plus souvent les investisseuses et les investisseurs en crypto qui débutent ? Alors, j'aurais dû réfléchir à cette question avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent un peu n'importe où. Mais en même temps, qui suis-je pour juger ? Et puis moi, j'ai plus une attitude en mode skin in the game. Allons-y, essayons de perdons de l'argent. Moi, je suis pour perdre de l'argent, pour apprendre. Mais voilà, après, évidemment, faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs d'aller dans des projets qui sont ce qu'on appelle les Ponzi, qui sont d'ailleurs une grosse réputation dans les crypto-monnaies. Ah oui, les pyramides de Ponzi. Mais sauf qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie de ce qui est proposé et c'est généralement pas listé sur les échanges centralisés. Donc déjà, si vous vous intéressez à des crypto-monnaies qui sont pas listées, qui sont pas dans les échanges centralisés, c'est que vous êtes dans une zone risquée. C'est que vous êtes en train d'investir en pensant que vous êtes meilleur que les autres. Donc, je vous conseille d'y aller que quand vous avez quand même bien compris cette technologie, que vous êtes capable de donner au moins toutes les définitions que j'ai données là et peut-être plus de définitions. Voilà, une dizaine et après vous pouvez y aller. Est-ce qu'on doit payer des frais d'entrée, des frais de sortie pour s'approprier des cryptos ? Est-ce qu'il y a des droits de garde, des droits de... Non, en effet, il y a des frais de transaction. Donc, sur les échanges centralisés, je sais que certains vont assez haut, à 2,5%. Plus vous avez la garantie d'une plateforme sécurisée, plus ils vont vous dire que c'est protégé par l'État, que tout le monde est d'accord, qu'ils ont eu l'agrément de l'AMF, plus ils ont d'avocats à payer, en fait. Donc, c'est simple, ça va coûter plus cher. Alors que sinon, on peut avoir quasiment aucun frais sur pas mal d'autres échanges dans lesquels je déconseille d'aller au départ, en fait, parce que vous risquez, si vous perdez votre clé après, vous avez tout perdu, etc. Donc, c'est un parcours. Après, en effet, pour sortir de ces échanges centralisés, parfois, je sais que quand on se refait le transfert en euros, ils vont vous prendre 10 €, ça arrive. Mais en fait, il y a des sites web qui comparent. Les frais. Et c'est tout. Il n'y a pas de frais de conservation. D'accord, ok. Et alors, au niveau des impôts, j'imagine qu'on paye des impôts sur ces gains. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la fiscalité des cryptos ? Alors, elle est assez simple. En fait, on a de la chance en France. Pour une fois, en France, tant que vous restez en crypto-monnaie, même si vous faites des bénéfices, vous n'avez rien à déclarer. Vous allez déclarer les comptes sur les échanges centralisés et le fait que vous les avez ouverts, parce que c'est considéré comme des comptes à l'étranger. Et donc, je crois que peut-être vous déclarez, je ne me souviens plus combien vous avez mis, mais pas le bénéfice. En revanche, quand vous passez de crypto-monnaie à euros... voilà, vous devez déclarer la plus-value. Voilà, la plus-value. Mais la oui. plus-value Voilà. quand vous repassez en euros. Et donc, beaucoup de petits malins, après, ça reste un peu plus risqué que de l'euro. Je vous ai parlé un peu plus tôt des stablecoins, donc des crypto-monnaies qui suivent le cours exact, le plus possible, le plus proche possible de nos monnaies fiduciaires, des fiat. Et donc, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que quand je fais des bénéfices, je les garde en crypto-monnaie. Alors, profitons-en parce que je pense pas qu'ils vont laisser longtemps cette possibilité. Et en attendant, évidemment, donc, moi, tant que je ne retransfère pas sur mon compte en euros, mais j'ai pas fait de bénéfice. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je vous avoue que je sais même pas si je suis en bénéfice, si j'ai fait des bénéfices pour l'instant. Déjà, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va faire des bénéfices ? Parce que c'est dur. Non, mais c'est surtout, est-ce que les fonds que j'ai investis, je vais les retrouver ?
Intégralement. Est-ce que je vais les retrouver Est-ce que à défaut d'avoir un peu de rendement. Et pour est-ce que je vais les information, retrouver vous pouvez déclarer vos moins-values, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Donc, Si on déclare les plus-values, alors on déclare les moins-values. oui, c'est simple. Et les moins-values comme les plus-values sont reportables. Exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent le contraire, mais les moins-values aussi. Et on a vraiment un système favorable en France là-dessus. C'est un petit peu énervant, mais la DAN a quand même bien travaillé. On a 2 formulaires à remplir. Je dois le faire d'ailleurs aujourd'hui même. Donc, ça m'y fait penser. Et donc, c'est la fin de cet épisode d'initiation aux crypto-monnaies. Oui, Thierry. Agathe Laurent-Richard, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci à vous. Nous recommandons votre site agathelaurent-richard.com. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je voulais dire aussi qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Oui, LinkedIn, Twitter. Je partagerai l'épisode en tout cas. Très bien, merci beaucoup. On espère que vous avez appris et compris, enfin, plein de choses sur les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles osons parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin chez Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent Parlons Cash les filles. À bientôt.